Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit florilège de livres qui parlent de la santé mentale. Évidemment, j'ai pas pu piquer tous les livres qui en font mention de près ou de loin. J'ai pris ceux qui en parlent le plus ou que j'ai trouvé les plus pertinents. Et j'ai essayé de prendre de tout genre, de la fiction, de la non-fiction, et même des livres pour un plus jeune public, plus adolescent, pour essayer de satisfaire tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de spoiler les livres le moins possible parce que le but c'est que je vous encourage à les lire et non pas de vous spoiler le livre entièrement, mais il y aura forcément quelques petits spoils ici et là puisque je vais devoir rentrer dans les détails à plusieurs reprises. Avant toute chose, je vais faire un petit disclaimer. Si vous avez des problèmes de santé mentale, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter, des psychologues, il y en a qui sont gratuits, notamment dans les bâtiments universitaires, où il y a des lignes d'écoute, comme le 3114 qui est le numéro national de prévention du suicide. Pour les plus jeunes entre 12 et 25 ans, on a le 0800 235 236, ouvert de 9h à 23h, 7 jours sur 7. Et ensuite, celui-là, je vais le lire. On a le 09 72 39 40 50 qui est SOS Amitié, qui lui est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous sentez que vous êtes en détresse psychologique, que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, que vous sentez que vous êtes à un point presque de rupture. Sachez que des gens sont là pour vous et qu'à un moment, ça ira mieux. Je sais que c'est facile à dire, mais un moment ou un autre, vous verrez la lumière au bout du tunnel, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc, on va commencer par le premier livre, qui est La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco, qui est une autobiographie, donc c'est de la non-fiction. Donc ce livre parle d'énormément de sujets de la vie de Panayotis Pasco, mais le sujet sur lequel je vais me concentrer pour cette vidéo, c'est le moment où il parle de sa dépression mélancolique. Il explique qu'il tient ça de son père qui avait la même maladie, même si on n'a pas vraiment de preuve que la dépression peut être héréditaire. Il dit que lui, son père l'avait également. Donc je vais faire une rapide définition de la dépression mélancolique pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc selon la clinique isanté.com, la dépression mélancolique se caractérise par une anesthésie affective globale en plus de l'incapacité à ressentir du plaisir. On parle dans ce cas d'une souffrance morale profonde accompagnée d'un ralentissement moteur majeur qui peut aller jusqu'au mutisme. Donc Panayotis Pasco en parle lui-même dans ce livre, il parle d'à quel point cette dépression mélancolique l'empêchait de se lever, de se laver, de manger correctement, de sortir, qu'il avait du mal à voir des gens et que ça devenait vraiment une prison pour lui. Et en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai même trouvé une interview dans laquelle il explique qu'il a fait une tentative de suicide pour montrer à quel point la dépression commençait à le ronger. Il a une phrase que son psychiatre lui a dit, c'est si le burn-out c'est une entorse, ce que vous avez c'est une fracture ouverte. Donc pour montrer à quel point la dépression qui le ronge est grave et importante et à quel point c'était important qu'il la prenne en charge rapidement. Donc il l'explique d'une manière très touchante dans son livre. Il parle de la place de sa famille, notamment de ses frères, d'à quel point ses frères l'ont aidé, de son travail aussi personnel, l'introspection qu'il a fait et à quel point aussi ses spectacles. Parce que si vous ne connaissez pas Panayotis Pasco, c'est un humoriste comédien français. Et il explique à quel point ses spectacles l'aident à exorciser ses démons. Un peu comme la plupart des artistes, les peintres vont peindre leur douleur sur la toile, les écrivains vont l'écrire dans un livre, et Panayotis Pasco va en faire des spectacles d'humour. Et donc c'est très intéressant, et pour celles ou ceux qui ont déjà vécu une dépression ou des épisodes dépressifs majeurs, on se reconnaît facilement dans son discours, et à la fois ça donne un message d'espoir de se dire que on n'est pas tout seul, parce que lui aussi peut exprimer à plusieurs reprises dans le livre un sentiment de solitude qu'il n'arrive pas à expliquer.
Et au final, lorsqu'il commence à prendre son traitement, à comprendre qu'il est malade et qu'il y a des manières de guérir, de traiter les maux qu'il ronge depuis longtemps, donc ce sentiment de solitude, son homosexualité refoulée, la relation avec son père, je vais pas développer plus, je vous encourage vivement à lire le livre parce que c'est extrêmement touchant. Et c'est pas du spoil, c'est écrit directement dans le synopsis. En traitant tous ces maux et en ayant un suivi psychologique et une famille qui le soutient, il arrive à s'en sortir et à vivre tous les jours normalement. Donc je vous conseille vivement, même si vous ne connaissez pas spécialement Panayotis Pasco, que vous n'avez pas vu ses spectacles, je trouve que ce livre parle extrêmement bien de la dépression sans passer par 4 chemins, sans tourner autour du pot. Il n'idéalise pas, entre guillemets, la dépression, il dit que clairement, il y a des jours où il n'arrivait pas à se laver, où il n'arrivait pas à manger, et c'est la réalité de ce que c'est. Donc je vous conseille vivement de le lire. En plus, il est assez court, et pour ceux qui connaissent Panayotis Pasco, c'est une part de lui que personnellement je connaissais pas du tout. Je connaissais un peu ses spectacles, je connaissais sa face d'humoriste, mais pas la face de sa vie privée. Et c'est une face de lui que je trouve d'autant plus touchante parce qu'il ose se montrer vulnérable. Le deuxième livre que j'ai sélectionné, c'est L'Attrape-Cœur de Jérôme David Salinger, qui est l'un de mes livres préférés, un des seuls livres où j'ai mis 5 étoiles sur 5. Il m'a vraiment touchée, il m'a fait pleurer à chaud de larmes. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont lu au collège ou au lycée. Ce n'était pas mon cas, je l'ai découvert un peu par hasard dans une librairie de ma ville. Et il m'a énormément touchée. Donc c'est un classique de la littérature, c'est pour ça que sûrement beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu ou le connaissent. Et je trouvais que inclure un livre qui a été écrit dans les années 50 sur la santé mentale, forcément c'est plus implicite que, j'allais dire, nos livres à nous, où la santé mentale va être beaucoup plus explicite, où on va utiliser des termes très clairs comme dépression, anxiété, alors que là, dans ce livre, ça va être beaucoup plus implicite. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va parler de Holden, qui est un adolescent solitaire et en quête d'identité. Donc ça va parler de la santé mentale des adolescents. Holden se sent extrêmement seul, il a énormément de luttes intérieures. À 16 ans, il ne trouve pas de sens à sa vie. Il refuse de grandir, il sait que c'est la fin bientôt pour lui de l'école, mais il refuse d'accepter les responsabilités d'adulte et souhaite rester innocent, ce qui est représenté par le lien qu'il entretient avec sa sœur Phoebe, qui est une petite fille d'à peine 6 ou 8 ans et avec qui il a un lien très fort. Holden, c'est un adolescent plutôt antipathique et en colère contre le monde entier, contre la société qu'il trouve hypocrite. Il a très peu, voire pas d'amis, il n'a pas de petite amie. Il trouve que toutes les relations sont compliquées, que tous les gens, hommes comme femmes, sont hypocrites. Il déteste les normes sociales et il ne se sent à sa place nulle part. Et les thèmes qui sont plutôt implicites sur la santé mentale, donc on voit que c'est un adolescent très seul, mais on sent que Holden a plus que ça, a plus de bagages. C'est peut-être même, alors je ne vais pas le diagnostiquer, mais on a plusieurs signes de dépression. Il a une agressivité exacerbée envers tout le monde. Il est extrêmement seul, donc il a un isolement social, et il refuse de voir ses amis, il n'a pas de petite amie, il rejette sa famille, et il a des pensées extrêmement pessimistes et confuses tout le long du livre. Il n'a aucune pensée positive, il voit le mal partout, il n'arrive pas à voir une chose positive dans la vie qu'il mène. Ensuite, c'est clairement un adolescent anxieux, il fait des crises d'angoisse et il a des pensées obsessionnelles. Il a des pensées suicidaires, il le dit plusieurs fois qu'il a pensé à mourir. Et donc là, petit spoil, mais il y a un traumatisme non résolu dans la vie d'Holden, c'est clairement la mort de son frère Ali, qui est un point qui va revenir encore et encore dans le livre sans qu'il y ait forcément de lien avec les événements qu'il vit. Et donc ce livre m'a énormément touchée également. Ça se passe dans les années 50, mais on arrive quand même à s'identifier au personnage de Holden, surtout quand on est adolescent. Donc je conseille de lire pour les personnes en fin d'adolescence, jeune adulte, parce qu'il est quand même assez dur à lire. Holden peut être assez cru et cruel dans ses paroles parfois. Et les thèmes abordés, comme le rapport à l'alcool chez les adolescents, à la prostitution, c'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes. Mais vraiment je le conseille, il est très facile à lire et je trouve que de suivre un personnage, un protagoniste antipathique qui est en colère contre le monde entier, qui est adolescent, eh bien on peut s'identifier à lui parce qu'il n'est pas parfait, on a tous été adolescents.
Et on a tous été en colère contre le monde entier, contre notre famille, contre nos amis, contre le monde qu'on trouvait injuste, contre la société qu'on trouvait hypocrite. Effectivement, lui, c'est peut-être de manière extrême, mais c'est d'une manière réaliste. Et pareil, lui, il ne tourne pas autour du pot, le langage est très cru, et ça parle de problématiques qui peuvent parler à beaucoup de monde, donc le deuil, les traumatismes non résolus, le fait de chercher sa place dans le monde, le fait de grandir, d'accepter les responsabilités de la vie d'adulte, de ne pas trouver sa place dans sa famille, de ne pas forcément réussir à l'école. Je pense que c'est des thèmes qui, en lien avec la santé mentale, peuvent être importants et qui peuvent résonner pour beaucoup de monde. Le troisième livre que j'ai choisi, c'est Normal People de Sally Rooney. Donc, je suis en train de me découvrir une passion pour ces livres. Je suis en train d'écouter Intermezzo de la même autrice et j'adore, je suis fan de la manière dont elle écrit, dont elle parle des comportements humains, de l'amour, de la relation à la santé mentale, de la relation à la famille. Je trouve qu'elle en parle très très bien avec beaucoup de justesse et je tenais vraiment à mettre ce livre dans cette liste, même si le thème de la santé mentale est un peu plus mis de côté. Elle va pas en parler directement, enfin, elle va en parler directement, mais ce sera pas un thème central du livre. Donc ce livre va parler de la dépression de Connell, surtout vers la fin du livre. Connell qui est le deuxième protagoniste avec Marianne. Et dans cette analyse de la dépression, on va dire, l'autrice va beaucoup plus se concentrer sur la guérison et comment Connell va essayer de s'en sortir plutôt que sur ses symptômes. Par exemple, dans le livre de Panayotis Pasco, lui, il se concentrait beaucoup plus sur comment il vivait sa dépression, alors que Connell, on sait peu de choses sur sa dépression, on sait comment c'est arrivé. C'est donc arrivé après qu'un ancien ami de lycée à lui se soit suicidé. Et c'est comme ça que ça s'est un peu déclenché. On sait qu'il a fait quelques crises d'angoisse, qu'il a une apathie, qu'il reste donc sans bouger dans sa chambre pendant des heures sans rien faire. Mais à part ça, c'est pas que c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, mais on s'y attendait pas vraiment. Et c'est plutôt les discussions qu'il va avoir avec sa psychologue qui va nous intéresser. Donc je ne vais pas trop spoiler, mais je vous conseille de le lire. Je sais pas comment dire, j'allais dire je l'ai pas trouvé touchant, mais c'est pas un point négatif, c'est plus dans le sens où je l'ai trouvé intéressant, j'allais dire d'un point de vue clinique, vu que moi j'ai fait une année de psychologie, du coup j'ai trouvé ça intéressant de voir les rendez-vous qu'il avait avec sa psychologue, comment ils amenaient ça, de voir quels tests il faisait pour savoir à quel point sa dépression était avancée, mais c'est pas non plus un cas clinique, c'est quand même un livre qui parle très bien de la dépression, mais j'ai trouvé ça intéressant que l'autrice se porte plus sur la perspective de la thérapie plus que sur la perspective des symptômes en lui-même. C'est une approche qui est complètement différente des deux premiers livres, mais que j'ai trouvé tout aussi intéressante et entre guillemets beaucoup moins déprimante, parce que forcément lire des livres comme ça peut être assez lourd. Lire des livres qui parlent de personnages qui pensent à la mort, qui ont envie de se suicider, qui font des crises d'angoisse, ça peut être très difficile à lire. Et de voir des livres qui parlent de la thérapie, de comment les protagonistes font pour se soigner, de pourquoi ils se soignent, quelles sont leurs motivations, et même de chercher pourquoi cette dépression a commencé, j'ai trouvé ça très intelligent. Le quatrième livre que j'ai choisi dans cette sélection, c'est Happy Place de Emily Henry, qui est mon livre préféré de cette autrice. J'ai lu ces 3 livres traduits en français et c'est mon préféré. Pareil, j'ai pleuré à chaudes larmes à la fin. Je pleure extrêmement facilement devant les livres. Si vous n'avez pas lu Happy Place, spoiler alert, là ça va spoiler. C'est pas un des thèmes majeurs du livre. Ce livre reste quand même une romance, mais parle énormément de la santé mentale, de la vie d'adulte, de l'amitié aussi. Et donc ça va spoiler une petite partie du livre. Une petite partie. Donc, dans ce livre, ça va parler de la dépression que vit le personnage de Win. Et lui, il le vit après un deuil, le deuil de son père. Mais il exprime aussi le fait qu'il n'a jamais vraiment réussi à être heureux comme les autres tout au long de sa vie, qu'il avait l'impression que pour lui, être heureux, c'était une tâche beaucoup plus difficile que pour tous ses amis ou pour toutes les autres personnes qu'il avait rencontrées. Dans ce livre, on va voir l'avant et l'après. C'est qu'on va voir les symptômes, comment il vivait sa dépression, mais à travers les yeux de son ancienne petite amie. Pendant sa dépression, Win était apathique, il ne bougeait plus du lit, sa vie devenait un peu mécanique. On n'a pas vraiment plus de détails, mais on sait que du jour au lendemain, il est parti.
et lorsqu'il se revoit, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc j'essaye de ne pas trop donner de détails parce que je conseille vraiment de lire ce livre si on veut un aperçu de la dépression qui n'est pas trop dur à lire, qui n'est pas trop lourd. Je pense que à peu près tout le monde peut le lire parce qu'il n'y a pas de détails trop gore et à la fois ça donne une note d'espoir parce que vers la fin du livre, Win explique qu'il voit un psychologue, qu'il a des médicaments qu'il prend tous les jours et que depuis ça va beaucoup mieux et ça détruit cette image forcément très négative de la dépression, mais dans le sens où Amy Henry va montrer qu'il y a une porte de sortie, une voie d'espoir pour les gens qui sont atteints de dépression. Effectivement, la dépression, c'est une maladie dont on est atteint toute sa vie, mais il y a des issues, il y a des solutions, il y a des moyens de guérir. Donc, Win le montre par la thérapie, par les médicaments, en ayant un changement de vie très radical, en prenant soin de lui. Il l'explique beaucoup plus en détail et beaucoup mieux que moi dans le livre. C'est pour ça que je vous conseille de le lire, c'est parce qu'on voit vraiment un voyage entre le début de la dépression de Win, qui a commencé quand son père est décédé et qui a un peu ouvert les valves vers une plus grosse dépression, lui qui avait déjà des problèmes pour trouver le bonheur à l'origine, vers la guérison et comment tout ce voyage s'est formé sans que ce soit trop dur à lire, sans que ce soit trop déprimant à lire pour le lecteur, et la manière dont il en parle sans honte, sans tabou à son ancienne petite amie. Je trouve ça très beau parce que donc parler de sa santé mentale à quelqu'un d'aussi proche que son ancienne petite amie, ça devrait être important. Il faut désacraliser le fait que si on est en dépression, c'est la fin du monde, c'est une fatalité. Win le montre et l'explique extrêmement bien dans tout ce roman qui est très beau et très touchant. Le prochain livre que j'ai choisi, c'est plutôt pour un jeune public, je dirais adolescent. C'est Respire Charlie de Fantine. Donc c'est un roman graphique qui est très beau, j'ai beaucoup aimé les couleurs pastel avec des images vraiment très très belles. Donc ce livre va parler de l'anxiété et notamment l'anxiété chez les jeunes. Charlie explique qu'elle a toujours eu des crises d'angoisse depuis qu'elle est petite mais que ça s'est empiré avec les années. Et après une rupture amoureuse difficile, ces crises d'angoisse se sont amplifiées. Et dans ce superbe roman graphique, l'autrice va montrer comment Charlie arrive, grâce à ses amis, grâce à des conseils, grâce à des techniques spécifiques, à calmer ses crises d'angoisse, à calmer son anxiété et à reprendre une vie normale et sans peur, parce que ça arrivait à un point où à chaque fois qu'elle rentrait dans sa salle de classe, elle avait des crises de panique. Ce livre, je le conseille effectivement à un plus jeune public, notamment si vous êtes un jeune adolescent ou un adolescent victime d'anxiété, de crise d'angoisse, d'anxiété sociale, parce que les conseils sont très justes. Donc, je vais parler un peu de moi, j'ai vécu de l'anxiété, j'ai de l'anxiété chronique, et donc mes années lycée et collège n'ont pas été les plus fun. Mais si j'avais eu ce livre, je me serais sentie moins seule, parce que les techniques qu'il donne et le sentiment qu'exprime Charlie dans ce livre, de comment elle ressent l'angoisse, de comment elle se sent, est extrêmement juste. Je parle avec du coup plusieurs années de recul, j'ai maintenant 19 ans, je ne suis plus au collège ni au lycée, mais j'ai trouvé ça très juste et je pense qu'en tant qu'adolescente, avec de l'anxiété chronique, faisant des crises d'angoisse tous les jours pendant plusieurs années, ça m'aurait énormément aidée. Et encore une fois, c'est pas un livre trop lourd à lire qui est déprimant entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, mais il y a des livres qui sont plus durs à lire que d'autres dans la sélection que j'ai faite, notamment les premiers livres, mais celui-là, je le conseille vraiment parce qu'il donne vraiment des bons conseils et surtout pour les jeunes, ça peut vraiment être une sorte d'allié pour l'angoisse et montrer que vous n'êtes pas les seuls à avoir de l'anxiété, à faire des crises d'angoisse pour telle ou telle raison, même si c'est pas dans le milieu scolaire, que c'est pas à cause d'une rupture amoureuse, peu importe. C'est plus la manière dont Charlie va exprimer son angoisse et montrer comment elle va s'en sortir qui va être intéressant et qui peut vraiment aider les jeunes à s'identifier au personnage de Charlie et à dire oui, comme Charlie, je peux m'en sortir et je vais m'en sortir parce qu'il y a des moyens d'y arriver, je ne suis pas seule et c'est pas la fin du monde. Parce que quand on fait des crises d'angoisse, surtout quand on est assez jeune, on a vraiment l'impression d'être seul au monde, que le monde va s'écrouler autour de nous. Mais ce livre le montre avec douceur que
c'est pas du tout le cas, que vous n'êtes pas seul, que vivre avec de l'anxiété, effectivement c'est pas facile, mais c'est pas non plus la fin. Le dernier livre que j'ai choisi pour cette vidéo, c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino. Alors, petit aparté, j'aurais pu mettre tous les livres de Nin Gorman que j'ai lus, c'est-à-dire Ashes Falling for the Sky 1, Ashes Falling for the Sky 2, La nuit où les étoiles se sont éteintes, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, et les prières que je fais dans le noir parce qu'ils partent tous d'un point ou d'un autre de la santé mentale. Mais j'avais pas envie de tous les mettre parce que je pense que je ferai une vidéo dédiée aux livres que j'ai lus de Nin Gorman. Parce que c'est une des autrices qui écrit le mieux selon moi. Devant chacun de ses livres, j'ai pleuré comme j'ai rarement pleuré devant des livres. Des larmes ont coulé et la terre s'en est souvenue ce jour-là. Mais ce livre, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, qui est le deuxième livre de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes, etc., en parle plus profondément et plus directement que les autres livres. Donc dans ce roman, on va suivre Nate, qui est un jeune adolescent homosexuel qui a beaucoup de mal à s'apprécier, à s'aimer, à avoir confiance en lui. Il subit du harcèlement à l'école à cause de son homosexualité. Il a des traumatismes non résolus à cause du harcèlement qu'il a subi. Il y a aussi des abus dans sa famille, notamment de la part de son père, qu'il soit émotionnel ou physique. Et Nate a un énorme problème d'estime de lui-même, le menant même à une, spoiler, tentative de suicide. Donc ce livre n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde parce que les thèmes sont pour le coup extrêmement durs. Il y a des scènes de harcèlement, la scène des tentatives de suicide, qui sont décrites avec beaucoup de détails et ça peut être très dur si on est assez sensible. Je ne conseille pas forcément de le lire si on est plutôt fragile ou dans une phase fragilisée de notre vie. Ce livre, malgré la beauté et la justesse avec laquelle il parle de la dépression, de la santé mentale chez les adolescents, est extrêmement dur à lire à certains moments. Nate va chercher de l'amour, vu qu'il a des problèmes d'estime de lui, dans les endroits où il ne devrait pas, notamment dans des relations sexuelles plutôt toxiques, voire même très toxiques. Je vais pas développer plus, je vous invite à lire le livre. Il va chercher à se faire désirer, à se faire aimer, il veut se sentir désiré parce que dans sa vie, il ne se sent pas aimé, il ne se sent désiré par personne et donc en faisant des camsex alors qu'il est encore mineur ou en rencontrant des jeunes hommes pour un coup d'un soir, qui ne sont pas forcément des bonnes personnes, on le voit dans le livre. Il va chercher cet amour auprès de personnes qui ne cherchent que du sexe et ça ne va pas l'aider à guérir. À certains moments, il se noie même dans l'alcool pour essayer d'oublier ses problèmes et d'apaiser la douleur. C'est aussi des moments extrêmement touchants qui montrent le lien entre addiction et santé mentale. Heureusement, Nate n'en tombe pas vraiment addict, mais on voit à plusieurs moments à quel point l'alcool a quand même une place dans sa vie et qu'il le rend pas plus heureux. Et Nate, dans ses relations amicales et surtout amoureuses et sexuelles, refuse de poser ses limites parce qu'il pense qu'il ne mérite pas d'avoir des limites, alors que dans toute relation, c'est important de poser ses limites et de trouver ce qui est acceptable ou non pour nous. C'est important de se faire respecter, de se sentir respecté par l'autre, même si c'est un simple coup d'un soir. Poser ses limites, c'est important, mais Nate refuse de le faire parce qu'il a l'impression qu'il mérite de souffrir et qu'il ne mérite pas de recevoir du respect et de l'amour. Donc c'est en ça que ce livre est extrêmement bouleversant et poignant, c'est qu'on a envie de faire un câlin à Nate, de lui dire mais tu vaux tellement mieux que ça, tu mérites tellement mieux, tu mérites le respect, tu mérites l'amour. Et pour toutes les personnes qui ont eu des problèmes d'estime d'eux-mêmes, des problèmes de confiance en eux, je conseille de lire ce livre si vous êtes dans une meilleure phase de votre vie. Ça montre une réalité que les gens n'ont pas forcément envie de voir, à quel point la détresse émotionnelle et le manque d'affection de la part de ses amis, de ses camarades de classe, de sa famille, peut avoir un impact sur toute la vie, sur la vie amoureuse et sexuelle, surtout quand on est un adolescent en construction. Et aussi, Nate a l'impression d'être un poids pour ses proches, un boulet, et c'est une sorte de symptôme qu'on trouve couramment dans les personnes qui sont dépressives. Et donc, il pense qu'il est mieux pour lui de
mettre fin à ses jours plutôt que d'être un poids pour ses proches. Et c'est extrêmement bouleversant de lire ça, et ses amis vont essayer de lui montrer que, évidemment, c'est faux et qu'il compte, qu'il est important. Donc ce livre est encore une fois dans mes livres préférés, enfin la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes et les 2 livres qui ont suivi. Et je pense que je ferai une vidéo dédiée là-dessus parce que ces livres m'ont tellement impacté dans mon rapport aux livres que j'aime lire, à la littérature et dans la personne que je suis aujourd'hui, que je pense qu'ils méritent une vidéo pour eux-mêmes. Donc voilà, on a toute cette petite sélection de livres sur la santé mentale. J'en ai fait un réel sur mon Instagram que j'affiche ici. J'ai essayé d'en prendre pour tous les goûts. Il y en a qui vont être beaucoup plus crus, entre guillemets, comme les premiers livres que j'ai mentionnés. Il y en a qui vont parler plus de la thérapie, comme Normal People. Happy Place qui va en parler plus de manière transversale, qui va parler du début des symptômes jusqu'à la guérison. On a Respire Charlie qui, lui, va parler de l'anxiété chez les jeunes, donc c'est pour plutôt, je pense, un plus jeune public, mais vous pouvez le lire en tant qu'adulte aussi, c'est tout aussi intéressant, même si je pense que ça aide moins, vu que puisqu'on grandit avec l'anxiété, on sait déjà trouver ces mécanismes de défense à nous. Mais pour les plus jeunes, c'est, je pense, une lecture qui peut être impactante et qui peut aider. Et donc le dernier pour jeunes adultes avec un langage beaucoup plus explicite, avec des descriptions extrêmement dures parfois, mais qui sont réelles, qui sont pertinentes néanmoins, et qui parlent sans détour de ce que c'est la réalité de la dépression, d'une faible estime de soi, et de comment les personnes en manque affectif peuvent chercher l'amour dans des endroits où ils ne devraient pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai au moins donné envie de lire un de ces livres parce que ce sont vraiment tous des livres que j'ai adorés. J'ai essayé d'en prendre pour tous les goûts, pour tous les âges, de tous les genres aussi, de la non-fiction, des classiques de la littérature, du young adulte, du livre jeunesse pour Respire Charlie. Et donc j'espère que vous aurez peut-être trouvé votre bonheur en regardant cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine fois. Bye!